Alors, pour vous rassurer, donc, je ne suis strictement pas spécialiste d'aucune de ces choses. Et je me demande encore enfin, dans quel état j'étais en fait quand j'ai dit oui. Parce qu'a priori, j'ai dit oui, je pense, pour faire ce cours. Mais vraiment, ce week-end, je me suis posé la question. Je me rappelle strictement pas. En fait, il y a un flou sur cette époque-là. Je ne sais pas quand est-ce que c'était. Je ne sais pas ce que je faisais et pourquoi j'ai dit oui. Mais bon, voilà. Alors, bon, il est des sujets qui font peur à un auditoire. Pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais fait de sciences de la Terre, il n'y a que deux mots dans le sujet, mais c'est peut-être deux mots que vous n'avez jamais entendus. Donc il y a radiochronologie et archéenne. Alors bon, l'archéen, maintenant, vous êtes familier avec cette période, même si Hervé nous a parlé de l'AD1. Bon, la radiochronologie, ce sont en fait des techniques, hein, des méthodes de datation que l'on va qualifier d'absolues. Alors j'imagine cet après-midi, vous verrez que il y a d'autres manières de dater les terrains. Hein. Ce n'est pas juste avoir des âges très précis. On peut aussi regarder comment les terrains sont disposés les uns par rapport aux autres et en déduire une chronologie. On n'a pas besoin de dater de manière absolue. Et donc la radiochronologie, pour faire cette datation absolue, elle utilise en gros la désintegration radioactive de certains éléments dans les roches. Et l'archéen, en gros, on l'a vu ce matin aussi, donc c'est une subdivision de l'échelle des temps géologiques et qui va en gros de 4 milliards à 2,5 milliards d'années. Alors voilà, maintenant l'auditoire est rassuré, il comprend les mots du sujet. C'est là que c'est l'orateur qui est un peu effrayé parce que du coup je me suis posé la question, enfin, quel est le problème? Pourquoi radiochronologie à côté d'archéen? Donc dans un premier temps, j'ai eu très peur en fait, parce que je me suis dit, enfin bon, la radiochronologie, on peut la faire n'importe quand. Pourquoi spécifiquement à l'archéen? Tout de suite, j'ai eu un réflexe, je me suis dit, d'un autre côté, c'est pas mal, parce que vu que j'ai pas l'AD1 à traiter, ça m'enlève certains de chronomètres isotopiques. J'ai pas besoin de parler d'hafnium tungstène, enfin de tous ces chronomètres là, c'est à courte durée. Bon, voilà. Mais quand même, il faut trouver un problème, histoire de vous passionner avant de rentrer dans la technique et de m'enfermer donc dans l'énoncé des chronomètres par ordre alphabétique alors au choix ou je sais pas. Alors pourquoi l'archéen en gros? Pourquoi vouloir dater à l'archéen? Donc, comme je vous dis, techniquement, en fait, les techniques de datation à l'archéen, pour l'archéen ou le protérozoïque, n'ont rien de différentes. En revanche, bon, l'archéen, l'intérêt, bien entendu, c'est qu'on a les plus vieilles roches sédimentaires disponibles et que forcément, on recherche les plus anciennes traces de vie et qu'en gros, on veut savoir quand sont apparues, enfin, de quand datent les plus anciennes traces de vie. D'accord? Donc, l'intérêt de faire de la radiochronologie à l'archéen. Alors pourquoi vouloir donner un âge? Bon, ça pareil, ça reviendra certainement cet après-midi, mais comme je vous le disais, on pourrait simplement se dire, ce que l'on essaye de faire, c'est d'avoir une chronologie, hein, de savoir ce qui est venu avant, ce qui est venu après, et pour ça, on n'a pas besoin de donner un âge précis, on n'a pas besoin de donner un chiffre. Mais bien sûr, quand on donne un chiffre, ou quand on en donne plusieurs, on peut commencer à avoir des idées sur les durées, et ça, bon, ça peut être intéressant. Alors, voilà, la question qu'on peut se poser, et je n'y répondrai pas, hein, c'est combien de temps prend l'apparition de la vie sur Terre? Combien de temps a-t-elle pris cette apparition de la vie? Alors bon, vous avez plusieurs manières d'aborder ce problème. Vous pouvez faire des expériences au laboratoire, faire de la chimie prébiotique, et essayer de voir en gros si vous allez être capable de faire apparaître les premières briques du vivant. Bon, enfin, on fait l'hypothèse que ça peut apparaître au moins, en moins de temps qu'une durée de vie. Hein. Si on fait une thèse là-dessus, c'est préférable. Mais forcément, ça ne vous donne pas la réponse de en combien de temps est apparue la vie sur Terre. Voilà, donc ce que l'on veut, hein, les archives géologiques, si on est capable donc d'aller dater un peu ces archives géologiques, d'associer à ces âges des informations qui nous disent, bon là, c'est sûr, on avait de la vie. Ça sera le cours de demain et on verra comment on fait ou si c'est possible. On peut essayer d'apporter cette réponse. Voilà.
Donc ça, c'était mon introduction à la problématique. Et puis, voilà. Je vais rentrer maintenant, finalement, c'est de la technique. Hein, ça s'appelle radiochronologie. C'est un cours sur la radiochronologie, donc c'est un cours de technique. Et je vais rentrer un peu sur les grands principes qui vont permettre peut-être de comprendre. Hein. Je vais reprendre un certain nombre de choses dont Hervé a parlé. Il nous a montré des âges. En fait, mon but, hein, ça va vous expliquer un peu plus les principes de comment on déduit des âges, comment on tire ces âges-là. J'ai été aidé par Francis Albared ce week-end, samedi, qui m'a envoyé ces transparents. Voilà. Donc, je ne sais plus comment il commençait, lui, l'année dernière, en parlant de ça. Il ne voulait pas vous insulter en vous rappelant la structure d'un atome. Je fais la même chose. Hein. Je ne veux pas vous insulter. Je vous rappelle juste brièvement la structure d'un atome. Et surtout, en plus, je vais vous la rappeler d'une manière assez... c'est voilà, très, très, très rapide. En gros, il y a des électrons. On s'en occupe pas. Et il y a un noyau, et là-dedans, il y a des neutrons et des protons. Voilà. Alors, vous savez que pour de nombreux éléments, on a en fait, on caractérise l'élément par, disons, le nombre de protons. Et on a, pour un élément donné, éventuellement plusieurs isotopes qui se distinguent par un nombre de neutrons différents. Donc voici l'exemple de l'hélium. Donc on a un proton, le deutérium, un proton plus un neutron, et le tritium, on a un proton plus deux neutrons. Voilà, donc ça c'est la définition d'un isotope en très rapide. On va s'appuyer, pour dater, sur des réactions qui, en fait, sont des... Alors, il y a différents types de réactions, mais donc ces réactions de désintégration radioactive. Et on a plusieurs types. Là encore, hein, je vais être très succinct, ce n'est pas le but du jeu, c'est simplement que vous sachiez de quoi on parle. Différents types de désintégration, différents types de réactions. Une première qui est voilà, la désintégration radioactive, bêta-, on appelle bêta-, où on va avoir un neutron, donc en gris les neutrons, qui va se décomposer spontanément en un proton, et on va avoir l'émission d'un électron. Alors, en gros, dans cette réaction, hein, retenez, on part d'un pair, un élément pair radioactif, qui se décompose spontanément en un élément fils radiogénique, et puis ça s'accompagne de l'émission d'énergie et de particules. Et cette réaction, c'est une réaction chimique, elle se fait selon une certaine constante de temps. Enfin, et ici, on note, disons, ce paramètre, lambda, la constante de désintégration, qui est en seconde moins 1. Donc, cette désintégration, elle est caractérisée par une constante de temps et une constante de cinétique. Alors, il existe plusieurs types de désintégration, et là, je ne vais pas rentrer dans cette zoologie, hein, mais c'est juste que vous soyez au courant de ça. Des désintégrations alpha, où on a, par exemple, pour l'uranium-238, une désintégration spontanée donc, en thorium-234, donc l'élément pair, l'uranium-238, l'élément fils, le thorium-234, et émission d'une particule alpha, qui est en fait un atome d'hélium. Donc, vous voyez qu'en gros, on va passer dans le tableau périodique, on va faire comme ceci, hein, ce mouvement depuis l'uranium jusqu'au thorium, donc perte de protons et de neutrons. La désintégration bêta-, que j'avais illustré précédemment, par exemple, on en reparlera, le rubidium 87 qui se décompose en strontium 87. Alors, vous voyez que dans cette réaction, bon, j'en reparlerai plus tard. Et puis la désintégration, une autre désintégration avec le potassium 40 qui peut donner l'argon 40. C'est aussi un couple important pour la datation des roches. Voilà. Alors, voici tout le principe en fait de la datation qu'on va utiliser en radiochronologie.
le taux de désintégration de notre élément pair est proportionnel à la quantité de l'élément pair dans un système. Et je dirais cette proportionnalité, hein, elle est vraiment intrinsèque à ce couple père-fils. Elle n'est pas affectée ni par la température, ni la pression, ni des réactions chimiques, l'environnement chimique de notre échantillon. Donc, et ça c'est important, hein, une constante de désintégration, ce sont des constantes qui ne dépendent pas de l'environnement. Alors, écrit autrement, on peut écrire, si on appelle P la quantité de cet élément pair radioactif, la variation au cours du temps de la quantité de cet élément pair, donc D2P sur D2T, est proportionnelle, c'est égal à lambda, donc la constante, fois la quantité d'éléments P. Donc si on intègre cette chose-là, pour avoir une idée sur un temps plus grand de ce qui se passe, on peut écrire que la quantité d'éléments pairs à un instant t, elle est égale à la quantité d'éléments pairs qu'il y avait au départ dans mon système, fois une exponentielle de moins lambda, donc cette constante qui est typique de cet élément pair, fois le temps qui s'est écoulé. Alors, ça implique que le système que je regarde est resté fermé entre l'instant initial, hein, le 0, et le moment où on regarde ces choses-là, l'instant t. Donc vous voyez que si je suis capable de connaître la quantité d'éléments pairs qu'il y avait au début dans une roche, et que je suis capable de mesurer la quantité d'éléments pairs que j'ai aujourd'hui, je suis capable de mesurer l'âge de la roche. Alors, le problème, c'est de connaître la quantité d'éléments pairs qu'il y avait au départ dans ma roche. C'est pas trivial, on n'y était pas. Donc, on va essayer de transformer un peu cette équation pour venir à des choses peut-être qu'on pourra mieux évaluer. Au lieu de s'intéresser simplement à l'élément pair, on va aussi considérer l'élément fils. Hein, vous savez, l'élément pair donne l'élément fils. Donc, quelle est la quantité de l'élément pair de l'élément fils. Ce qu'on peut écrire sur l'élément fils, c'est que l'élément fils à un instant t, donc le F, c'est l'élément fils qu'il y avait au départ, dans la roche, plus l'élément fils qui résulte de la désintégration de l'élément pair. D'accord? Donc, l'élément fils qui résulte de la désintégration de l'élément pair, c'est ce qu'on appelle la partie radiogénique de cet élément fils. Et ici, il est noté avec une étoile. Donc, la quantité d'éléments fils au moment où je prends ma roche, elle est égale à la quantité d'éléments fils qu'il y avait au début, plus la quantité d'éléments fils qui vient de la désintégration de l'élément pair. OK? Donc, on peut ajouter une autre équation simple, hein, c'est des bilans de masse, hein, on peut ajouter quelque chose de simple. Combien d'éléments radiogéniques s'est formé dans ma roche entre l'instant 0 et l'instant t? La quantité d'éléments radiogéniques qui s'est formée dans ma roche, c'est la quantité d'éléments pairs qu'il y avait au début, moins la quantité d'éléments pairs qu'il y a maintenant. Un élément pair donne un élément fils. D'accord? Donc si je suis capable de savoir combien d'éléments pairs ont disparu, j'en déduis automatiquement le nombre d'éléments fils qui sont apparus. Donc c'est cette équation. Le F étoile, donc la quantité d'éléments fils radiogéniques, est égale à la quantité d'éléments pairs du début, moins la quantité d'éléments pairs qu'on trouve aujourd'hui dans la roche. Bon, j'ai plus qu'à remplacer un peu tous ces termes avec toutes ces équations, et j'obtiens cette équation ici. La quantité d'éléments fils dans la roche mesurée aujourd'hui, c'est égal à la quantité d'éléments fils à l'instant initial, le F0, plus la quantité d'éléments pairs que je mesure aujourd'hui, fois exponentielle lambda t moins 1, donc une constante. D'accord? Donc je dirais que c'est cette équation qu'il faut retenir, c'est la quantité d'éléments fils aujourd'hui est égale à la quantité d'éléments fils au départ, plus la quantité d'éléments pairs qu'on mesure aujourd'hui fois une constante, qui dépend du temps. Alors, là, vous voyez que la quantité d'éléments fils aujourd'hui, je
je peux la mesurer. Elle est dans ma roche, il faut que j'aille la mesurer. La quantité d'éléments pairs aujourd'hui, je peux aussi aller la mesurer dans ma roche. Ce qui va me manquer éventuellement, c'est ça. Combien il y avait, quelle était la quantité d'éléments fils au départ dans la roche? Si je suis capable de mesurer ça ou de déterminer ça, eh bien, je serai capable de donner un âge à la roche. Voilà, donc maintenant, il y a plusieurs techniques qui vont nous permettre de faire des hypothèses et qui vont nous permettre de déterminer un peu cette quantité d'éléments fils initiale. N'hésitez pas, hein, s'il y a un problème ou enfin, si ça va trop vite, pas trop lentement, bon, ça, tant pis, enfin, vous dormez un petit peu et puis voilà. Alors ça, c'est pour donc vous montrer un peu comment ça fonctionne, hein, ça reste théorique pour l'instant. On a cette équation donc fondamentale, la quantité d'éléments fils est égale à la quantité d'éléments fils au départ, plus la quantité d'éléments pairs aujourd'hui fois cette chose-là. Donc là, on trace la variation au cours du temps. Donc vous avez en abscisse le temps, alors en unité de durée de demi-vie, c'est-à-dire, bon, en gros, c'est relié à cette constante lambda, cette constante de temps lambda, et c'est, disons, qu'on perd la moitié de notre stock d'éléments pairs au cours d'une unité de demi-vie. Donc là, on représente d'une part la variation au cours du temps de la quantité d'éléments pairs. Vous voyez, c'est simplement, on part de P0, c'est la quantité initiale, et puis on décroît selon une exponentielle. La quantité d'éléments fils, alors là, dans ce diagramme, on part du principe qu'il n'y avait pas d'éléments fils dans la roche au départ. On verra ce que ça signifie. Donc il n'y avait pas d'éléments fils au départ dans la roche, ça simplifie énormément les choses. S'il n'y avait pas d'éléments fils au départ, ça veut dire que tous les éléments fils que vous mesurez aujourd'hui sont radiogéniques, ils sont issus de la désintégration radioactive de l'élément pair. Et ça simplifie, puisque donc, vous partez de zéro et vous faites croître au cours du temps la quantité donc, de cet élément dans la roche. Donc si vous êtes capable de mesurer la quantité d'éléments, vous êtes capable de remonter, dans ce cas, à l'âge. Alors, ce que ça vous montre aussi, cette chose-là, c'est que, vous voyez, donc cette équation, hein, retenez cette équation, la quantité d'éléments fils, il faut que je mesure la quantité d'éléments fils aujourd'hui, il faut que je mesure la quantité d'éléments pairs aujourd'hui, pour avoir l'âge. Le problème, c'est que tout au début, hein, quand vous êtes tout au début de l'histoire de ce système, il y a très peu d'éléments fils formés. Or, il vous faut le mesurer. S'il y en a très peu, vous allez avoir des problèmes. Hein, vous n'allez éventuellement pas avoir les moyens analytiques de mesurer la quantité de cet élément fils. Et donc, en gros, ce que ça signifie, c'est que voilà, tout au début de l'histoire de ce système, hein, s'il a une constante de désintégration lente, eh bien, vous allez avoir du mal à donner un âge à cette roche. Si vous vous placez tout à la fin, très loin ici, le problème, c'est que là, vous n'avez plus d'éléments pairs. À nouveau, vous n'allez pas pouvoir mesurer du coup, la quantité de cet élément pair, parce qu'il y en a trop peu dans la roche. Et du coup, vous allez avoir du mal à dater. Donc, en gros, vous allez pouvoir dater avec un chronomètre donné, enfin, ça va bien sûr dépendre de la constante de temps de ce chronomètre. Et connaissant cette constante de temps, vous n'allez pas pouvoir forcément mesurer les choses qui se sont produites qui ont un âge très faible par rapport à cette constante de temps. Vous allez avoir du mal à mesurer les choses qui ont un âge beaucoup trop élevé par rapport à cette constante de temps. Donc déjà, ça vous indique qu'il va falloir faire appel à plusieurs types de couples isotopiques, hein, de plusieurs types de couples père-fils, avec différents types de constantes de temps, selon ce qu'on veut dater. Concrètement, je ne vais pas vous parler de carbone 14 aujourd'hui. On est à l'Archéen, on veut dater des choses qui ont plus de 2 milliards d'années. Le carbone 14, au-delà de 100 000 ans, il n'y a plus rien. On ne peut plus mesurer la quantité d'éléments pairs. Donc on ne va pas pouvoir
dater, par exemple, le carbone. On reviendra à ce que ça signifie, mais ça a des implications après quand on essaye d'avoir quel est l'âge d'un objet composé de carbone dans notre échantillon. La deuxième chose, la deuxième notion, et je reste dans la théorie avant de commencer un peu, d'aller un peu plus concrètement sur les couples isotopiques. Pour écrire cette équation, que l'élément φ est égal à la quantité d'éléments φ est égale à la quantité d'éléments φ initiale plus la quantité d'éléments paires fois exponentielle lambda t moins 1, on a fait l'hypothèse, parce que ça c'est issu d'une intégration sur toute cette durée, on a fait l'hypothèse que notre système pendant toute cette durée était resté fermé. C'est-à-dire que ces éléments, on va les mesurer dans des minéraux ou dans des roches, on en reparlera. Donc on a fait l'hypothèse que ces minéraux sont restés fermés et ont gardé l'élément pair et l'élément fils ensemble, au même endroit. Si ce minéral, à un moment, s'est ouvert, enfin, s'est dissous, s'est transformé et a laissé partir soit l'élément fils, soit l'élément pair, soit les deux à la fois, on n'a plus cette relation qui relie la quantité d'éléments pairs, la quantité d'éléments fils et le temps. Donc ça, c'est cette notion de fermeture du système. Et cette notion de fermeture du système, elle va, au premier ordre, dépendre de la température qu'a vue la roche, de son histoire thermique. Alors, vous voyez ici, ce qui est représenté, c'est l'évolution, disons, de la température au cours du temps d'un système. Alors, prenez comme système, imaginez un minéral. Tout d'abord, il se forme, ce minéral se forme dans un magma, à une température relativement élevée. La température de ce magma diminue jusqu'à un moment où vraiment ce minéral s'est formé et puis arrête d'échanger des éléments avec son environnement. Voilà la température de blocage. Là, à partir de ce moment-là, à partir de cet instant, commence le chronomètre. C'est l'instant initial, l'instant 0 dont je vous parlais. Le temps s'écoule. Alors il peut s'écouler et puis il ne se passe plus rien, on reste bloqué pendant toute l'histoire géologique. Le problème, c'est qu'éventuellement, si ce minéral voit un épisode avec une augmentation de température, on peut éventuellement passer ce blocage, ce niveau de fermeture, et là avoir une perturbation au cours de laquelle on va perdre soit l'élément fils, soit l'élément pair, soit les deux. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on remet ici le chronomètre à 0 ? Est-ce qu'on a des moyens éventuellement de continuer à avoir une information sur l'instant vraiment initial ici, malgré cette perturbation ? Donc ça, je vous présenterai un peu quelques cas où on peut le faire en fait. Alors bon, voilà, ça c'est un des transparents de Francis, montrant que, en gros, pour différentes échelles de temps, vous voyez, disons que c'est les différentes périodes de désintégration de différents éléments radioactifs. Donc en abscisse, ce temps-là, on va utiliser ces différents éléments pour faire différentes choses, pour dater différentes choses. Bon, c'est la notion que je vous ai évoquée tout à l'heure. Autrement fait, alors, voilà, il faut bien citer ces deux personnes, Francis et Albarède et Claude Allègre. Ça, c'est juste pour vous dire qu'il y a ce livre, en fait, qui s'appelle Géologie isotopique, qui est vraiment pour le coup, très complet sur ce que je vous présente aujourd'hui, qui est pas mal fait. Alors bon, c'est vrai que j'ai passé mon week-end à corriger les coquilles là-dedans. Enfin, il y en a une toutes les 10 lignes à peu près, mais et parfois, ça aide pas quand il y a des démonstrations qui est une ligne. Du coup, ça rend les lignes fausses, mais bon. En tout cas, il est très, très complet. Voilà. Donc lui, il vous dit la même chose. Il vous dit qu'il y a différents couples isotopiques, uranium-hélium, potassium-argon, rhénium-osmium, etc., etc. Il vous dit que ces différents couples, alors vous voyez, samarium-néodyme ou lutécium-hafnium, alors on en a entendu parler, samarium-néodyme, il vous dit qu'on peut l'utiliser
alors dans certains types de minéraux ou certains types de roches. Et il vous dit aussi sur quelle, disons, dans quelle échelle de temps, sur quelle échelle de temps on va les utiliser, enfin, quelle échelle de temps on va dater avec ces différents couples isotopiques. Hein, donc, selon ce que vous voulez dater, vous allez utiliser différents couples isotopiques, c'est un premier paramètre, mais c'est aussi selon la roche à laquelle vous avez accès, selon le minéral auquel vous avez accès, vous allez utiliser un chronomètre particulier. Parce que bien entendu, certains éléments sont plus abondants dans certains types de minéraux que d'autres. Voilà, donc vous allez être contraint par l'âge de ce que vous voulez dater, et vous allez être contraint par, je dirais, la chimie de ce que vous allez dater. Donc, voilà, c'est de la technique, hein, mais c'est des contraintes et elles sont pas, c'est pas négligeable. Alors, dernière chose, bon, alors comment mesure-t-on les rapports isotopiques? Il y a ici des gens qui connaissent bien mieux que moi ces instruments. C'est juste pour l'évoquer, et je suis sûr que vous êtes déjà tous au courant de comment ça marche. Il y a différents types de machines, et je dirais que là aussi, enfin, c'était une des remarques qui était faite tout à l'heure à la suite de l'exposé d'Hervé, finalement, c'est que pour le coup, il y a eu énormément de progrès méthodologiques, technologiques dans, je ne sais pas, oui, alors on peut remonter à 50 ans et puis on peut remonter aux 10 dernières années. Et vraiment, ces grands progrès méthodologiques, je pense qu'ils ont beaucoup contribué aux très grandes découvertes qui sont faites les dernières années, où on a découvert vraiment les plus vieilles roches, les plus vieux minéraux. Et avant d'avoir ces techniques, on n'avait pas trop d'idée que ces minéraux pouvaient être aussi vieux. C'est grâce, je dirais, au progrès technique qu'on a été capable de voir que ces minéraux existaient, très très vieux, et du coup qu'on peut raconter après une histoire comme celle que nous a racontée Hervé. Je ne suis pas sûr qu'il y a 15 ans, le cours aurait été le même. Voilà, donc, bon, tout ça pour dire qu'il faut mentionner que la technique existe et que ça progresse et que ça, c'est important finalement pour ce qu'on fait après. Donc, simplement, la mesure des rapports isotopiques, c'est la spectrométrie de masse. Donc, en gros, principalement, c'est cette partie-là, c'est un aimant qui va vous séparer vos éléments en fonction de leur masse, qu'on est capable d'analyser derrière. Alors ici, il y a différentes méthodes d'analyse. Mais en gros, voilà la pièce centrale de spectromètre de masse. Et je dirais qu'il y a d'énormes différences qui sont plutôt en ce qu'on met à l'entrée de notre aimant, avant l'aimant, pardon, ce que l'on met. Alors, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais disons que traditionnellement, on allait mesurer sur un échantillon qu'on était capable déjà de prélever à la main, qu'on était capable de traiter chimiquement pour le dissoudre, qu'on était capable ensuite de séparer les éléments chimiques dans cette solution pour prendre ceux qui vont nous intéresser, pour mesurer l'élément père, l'élément fils. Et voilà, et après on mettait ça dans le spectromètre de masse. Donc vous voyez que ça implique déjà d'être capable de trier ces choses-là, et deuxièmement de faire toute la chimie dessus. Aujourd'hui, disons qu'il y a des techniques qui vous permettent d'aller faire des analyses qui sont beaucoup plus ponctuelles, résolues spatialement, à l'échelle de quelques centaines de micromètres, et donc qui vont vous permettre, par exemple, de faire plusieurs analyses sur un même minéral, ce qui n'était pas possible avant. Et éventuellement de ne plus avoir à séparer les éléments entre eux avant, mais de pouvoir les séparer, je dirais, par l'aimant, et puis après d'être capable de les séparer au niveau de la mesure, sans avoir à les séparer avant, chimiquement. Bon, voilà, à nouveau un transparent de Francis, et puis la sonde ionique du CRPG, mais là, je pense qu'il y a quelques personnes qui pourraient nous en parler mieux ici. Alors, voilà, donc j'en arrive au concret, et à quelques exemples de datation, d'objets, et de comment. Et en gros, j'ai choisi en fait de m'appuyer sur cet environnement, ce site, Isua, au Groenland. On en a entendu donc sur la côte ouest du Groenland, donc on en a entendu parler tout à l'heure. Alors, alors pourquoi s'intéresser à cet environnement? Alors, on nous a expliqué tout à l'heure que certaines roches ici sont datées à 3,8 milliards d'années.
On a là-dedans des roches, en fait, alors bon, différentes interprétations, mais différents types de roches, à 3,8 milliards d'années, des basaltes, et puis des roches sédimentaires. Par exemple, ces gisements de Banded Iron Formation, donc ces gisements de fer rubané, qui sont en gros, oui, qui sont des formations qui se forment dans une couche d'eau peu profonde et qui alternent avec des alternances de différentes minéralogies, des carbonates, de la silice et puis assez riches en fer. Voilà. Des roches sédimentaires aussi, donc, qui se forment dans une couche d'eau, mais cette fois-ci plus détritiques, hein, c'est-à-dire on amène, disons, on érode du matériel un peu en amont, et puis on l'amène, et puis on sédimente toutes ces choses-là. Et puis des carbonates, alors dont l'origine est peut-être un peu discutée, mais à nouveau, voilà, une précipitation dans une couche d'eau de ces minéraux. Alors, ce qu'il faut noter, hein, c'est que toutes ces roches, elles ont subi un événement, une perturbation après leur formation, hein, c'est-à-dire elles sont formées sous une couche d'eau, mais elles ont ensuite été portées à des fortes températures et des conditions de pression assez élevées, de cet ordre-là, 550 degrés, 5 kilobars, donc dans ce qu'on appelle le faciès amphibolytique. Donc elles sont formées dans une couche d'eau, hein, donc elles peuvent avoir enregistré les conditions qui existaient à la surface de la Terre, dans un océan, mais bon, il faut se rappeler qu'elles ont ensuite été transformées. Alors, pourquoi s'intéresser à ça? Eh bien, on en reparlera peut-être demain, mais en gros, sur ces roches, il a été proposé qu'il y avait des signatures, des traces de vie, et à ce jour, peut-être les plus anciennes traces de vie que l'on connaisse. Et l'argument était le suivant, c'est que ces roches contiennent du carbone organique, et que ce carbone organique, au moins pour une partie, alors vous voyez la quantité de carbone en ordonnée et la composition isotopique du carbone, du rapport carbone 13 sur carbone 12 en abscisse. Et vous voyez, ce qui vous montre, c'est que bon, il y a différents types différentes populations de carbone ici, mais vous en avez certaines, en tout cas, certaines populations de carbone, ici, où on a peu de carbone, peu abondant, mais avec une composition très appauvrie en carbone 13, un carbone qui est très appauvri en carbone 13. Et ce qui a été proposé là-dessus, c'est de dire, on connaît un mécanisme qui permet d'appauvrir le carbone en carbone 13, c'est le vivant, la photosynthèse par exemple. Parce que vous avez un fractionnement isotopique au moment de la fixation du CO2 par la photosynthèse. Et l'idée a été de dire, voilà, la vie peut faire ce fractionnement isotopique, cette composition isotopique appauvrie en carbone 13. Ici, j'ai une composition isotopique appauvrie en carbone 13. Donc, ceci pourrait être une trace chimique du vivant. Alors, bien sûr, quel âge ça a? Alors, quel âge ont les roches à SUA? Voici la réponse, tirée de plusieurs articles. On a en fait, il y a deux groupes de roches. Je ne vais pas trop revenir là-dessus, mais disons, on peut regarder un des deux groupes, le groupe d'ISUA. Avec la technique de la Concordia uranium-plomb, je vais vous présenter, mesuré sur les zircons, l'âge est de 3,824, plus ou moins 0,05 milliards d'années, mesuré sur des conglomérats. Il est 3,77 plus ou moins 0,01 mesuré sur des roches massives. Si on prend un autre couple, le rubidium-strontium, dont je vais peut-être parler, sur les roches totales, cette fois-ci on a 3,66 plus ou moins 0,06. Samarium-néodyme, plomb-plomb, etc. Donc ce que vous voyez ici, en fait, vous voyez plusieurs choses, c'est que premièrement, il existe plusieurs couples isotopiques que l'on peut utiliser pour dater ces roches. Deuxièmement, on mesure ces âges sur différents types de minéraux ou différents types de roches.
troisièmement, on a éventuellement des âges un peu différents. Donc, je pense que c'est un peu un début du cours, c'est de vous dire qu'il n'y a pas forcément un âge. Il y a des âges. Alors, il y a des âges, c'est trivial. On peut se dire qu'il y a des cailloux qui ont différents âges, ils sont juste mélangés à cet endroit-là et on n'a pas été capable d'aller de les séparer avant. Il n'y a pas que ça comme problème. Il y a vraiment un problème, si vous voulez, enfin un problème. Il y a vraiment un aspect très technique. Différents couples isotopiques dans un même minéral peuvent nous donner des âges différents parce que l'histoire de la fermeture du système n'a pas été la même, parce que éventuellement certains couples isotopiques ont été plus sensibles à des perturbations secondaires que d'autres. Et vous voyez que finalement, c'est vraiment un métier, dater une roche. On ne peut pas forcément se contenter d'une analyse sur un point, etc. Il y a vraiment une discussion, comparer différentes techniques sur différents minéraux et comprendre après pourquoi l'un plutôt que l'autre. Quel âge je choisis ici? Bon, quelqu'un qui ne connaît pas forcément ces choses-là ne pourra pas forcément répondre. Donc, voilà. Alors, si vous avez envie d'aller lire un peu plus de choses sur la datation à Isua de ces roches, je pense vraiment toute la lecture là, de Moorbath et puis des articles qui le citent et voilà. Il y a plusieurs articles que je peux tenir à votre disposition qui sont vraiment très intéressants sur toute cette discussion. Alors, première technique que l'on peut aborder, on va commencer par le plus simple et aller vers le plus compliqué, c'est comment obtenir un âge à partir de zircons. Alors les zircons, bon, on les a vus abondamment ce matin, c'est le silicate de zirconium, ça ressemble à ça, en lumière optique et puis en microscopie électronique à balayage, j'imagine. Et ce minéral, ce qui est intéressant, c'est que quand il se forme, la structure cristallographique, la structure de ce minéral fait qu'on peut mettre de l'uranium dans cette structure, mais on ne met pas de plomb, ou très peu de plomb. D'accord? Donc au départ, quand ça se forme, on peut mettre de l'uranium mais pas de plomb. Et là, c'est intéressant pour la raison suivante. L'uranium, alors il y a plusieurs isotopes. On va commencer en prenant l'uranium 238. L'uranium 238 peut se décomposer, se désintégrer en plomb 206 selon une constante de temps, en gros une durée de mévie qui va être de plusieurs milliards d'années. Si on reprend cette équation qu'on a écrite tout à l'heure, la quantité d'éléments fils à l'instant t est égale à la quantité d'éléments fils initial plus le PR fois l'exponentielle lambda t moins 1. Vous voyez que, puisqu'il n'y a pas de plomb dans ce minéral au départ, je peux enlever ce terme, la quantité d'éléments fils initial, et du coup, je me retrouve avec cette équation. La quantité de plomb 206, à un instant t, c'est égal à la quantité d'uranium 238 à un instant t, fois l'exponentielle lambda t moins 1. Donc si je suis capable de mesurer dans ce zircon la quantité d'uranium 238 et la quantité de plomb 206, c'est bon, j'ai l'âge du zircon. Je suis capable de mesurer la quantité de ces isotopes parce que j'ai un spectromètre de masse et voilà. Donc d'accord, je déduis un âge, donc c'est, je dirais, la technique de datation la plus simple. Je prends un zircon, je regarde la quantité d'éléments d'uranium 238, la quantité de plomb 206 et j'ai un âge. Alors, le problème avec ça, alors ça peut marcher. Le problème en fait, c'est que le système, le zircon, n'est pas resté forcément fermé tout au long de l'histoire géologique. C'est-à-dire qu'il y a pu avoir des pertes de plomb ou d'uranium ou des deux. Hein, d'accord? Pour avoir cette équation, on l'a vu, il faut que le système soit resté fermé pendant tout ce temps-là, ce qui n'est pas forcément le cas. C'est pas grave, on peut s'en sortir quand même. On peut s'en sortir et en fait on utilise une propriété assez intéressante de l'uranium qui est qu'en fait il y a plusieurs isotopes de l'uranium, plusieurs isotopes radioactifs. L'uranium 238 qui donne le plomb 206, on l'a vu tout à l'heure, et puis il y a aussi l'uranium 235 qui donne le plomb 207. Et c'est un autre, donc, selon une autre constante de désintégration. Donc en fait, vous voyez que dans ces deux couples, on a les deux éléments pairs, c'est de l'uranium, les deux éléments fils, c'est du plomb,
C'est-à-dire que les éléments fils et les éléments pairs ont le même comportement chimique, mais que ces deux couples ont deux constantes de désintégration différentes. Alors, on peut calculer un âge pour le premier couple, uranium-238, plomb-206. C'est l'équation que je vous ai donnée tout à l'heure, hein, c'est celle-ci. C'est la première. On peut calculer un âge pour le couple uranium-235, plomb-207. C'est la deuxième équation. Donc on fait exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein. On calcule un âge pour ces deux couples. Et en fait, on va tracer un diagramme que l'on appelle la concordia. Ce diagramme, en fait, c'est juste, cette courbe, c'est une équation paramétrique. Hein. On trace le plomb 206 sur uranium 238 en fonction du temps, et on trace plomb 207 sur uranium 235 en fonction du temps. On obtient donc cette courbe, calibrée en temps, de variation de ces deux rapports. Donc si ces deux couples nous donnent le même âge, on a concordance, on est sur cette courbe concordia. D'accord? Donc c'est-à-dire si je suis capable de mesurer plomb 206 sur uranium 238 et plomb 207 sur uranium 235, si mon système est resté fermé depuis l'instant initial, mon système est sur cette courbe. Donc je suis capable d'avoir un âge. Le problème, je vous ai dit, c'est que, en fait, généralement, il n'y a pas concordance entre ces deux âges. Un couple nous donne un âge, l'autre couple nous donne un autre âge. Pourquoi? Donc pourquoi cette discordance entre ces deux âges? Eh bien, c'est parce qu'à un certain instant, après la fermeture de ce système, il y a eu une perturbation. Une perturbation, alors ça peut être un événement thermique, une élévation de la température, qui fait qu'on a perdu une certaine quantité, une certaine proportion de l'uranium, et on a perdu une autre quantité, une certaine proportion de plomb. Ce n'est pas forcément les mêmes, l'uranium et le plomb n'ont pas le même comportement chimique, donc dans certaines conditions, vous allez perdre plus d'uranium que de plomb, dans d'autres, vous allez perdre plus de plomb que d'uranium. Donc voilà, vous allez avoir cette perte. Alors, on peut montrer, si vous êtes intéressé un peu par la démonstration de ces choses-là, on pourra voir ça plus tard, on pourra en rediscuter. On peut montrer que même si on a une perturbation à l'instant T1, d'accord, postérieure à l'instant 0, antérieure à l'instant petit t, on a une relation linéaire entre le rapport plomb 206 sur uranium 238 et plomb 207 sur uranium 235. On a une relation linéaire, et en gros, dans cette constante ici, cette constante, ça dépend du temps. Alors oui, ça c'est une figure de Francis Albarède. J'ai mis beaucoup de temps à la comprendre. Je reviendrai plus tard là-dessus, donc je l'ai mise là, je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être parce que je n'avais pas compris au début. Alors, donc on garde. Oui. Alors, effectivement, et c'est ça l'intérêt de ce diagramme en fait. Ce qu'on considère là-dedans, c'est que quand vous avez une perturbation du système, le plomb 206 et le plomb 207 vont avoir le même comportement. D'accord? Donc, si vous voulez, le rapport isotopique de ce qui est perdu et de ce qui reste, pour le plomb 206 sur plomb 207, c'est le même. Il n'y a pas de fractionnement isotopique. Pareil entre l'uranium 238 et l'uranium 235. En revanche, l'uranium et le plomb vont être perdus à des taux différents. Donc, en fait, effectivement, c'est ça, ce diagramme. À gauche, c'est le fractionnement élémentaire. C'est de dire qu'il y a des chiens noirs et des chats blancs, et eux, ils ne vont pas ensemble. Donc, ils ont tendance à se séparer. Des espèces chimiques différentes qui ont tendance à se ségréger. C'est ça l'idée du fractionnement élémentaire. Donc, l'uranium et le plomb, l'uranium, je ne sais pas si c'est le chat blanc ou le chien noir, et le plomb, l'inverse, mais ont tendance, si vous voulez, à avoir des comportements complètement différents et à fractionner entre eux. En revanche, il y a l'homogénéisation isotopique, c'est-à-dire cette fois-ci, c'est des chats blancs et des chats noirs, la même espèce, ils peuvent être dans les mêmes endroits, ils vont se comporter de la même façon.
hein, ils vont monter dans l'arbre ou rester en bas, et ça ne dépend pas de leur couleur. Donc c'est un peu ça cette idée, effectivement. Une des hypothèses, enfin, un des faits derrière ça. Mais ici, enfin, en théorie, c'est facile parce qu'on a à chaque fois avec un couple uranium-plomb, mais si on a d'un côté un couple uranium-plomb et de l'autre côté un couple qui n'a rien à voir, est-ce que ça sortir aussi? Alors, qu'il soit clair, que ce soit clair, on a des contraintes sur la datation. Là, on utilise les zircons, pourquoi? Parce qu'ils sont riches en uranium. Donc, on va avoir de l'uranium. Donc, on va pouvoir utiliser l'uranium et ses différents isotopes, et donc les couples uranium-238, plomb-206, uranium-235, plomb-207. Si on n'avait pas de minéral avec de l'uranium, on n'a pas forcément cette technique de Concordia. Et là, quand on a l'ouverture du système, c'est plus compliqué. D'accord? Je dirais que c'est vraiment cette technique qui va nous permettre, si vous voulez, de passer à travers ce problème de l'ouverture du système. Mais il peut y avoir des roches où on n'a pas l'uranium. Eh bien, voilà. On va chercher celle où il y a de l'uranium. Non, mais si vous voulez, c'est pour ça aussi qu'on vous donne beaucoup d'âge sur les zircons. Parce que c'est quelque chose qu'on peut dater et qui va éventuellement être solide, où on ne va pas avoir ces problèmes de perturbation, où on va pouvoir les contourner. D'accord? On va voir ça, pas parce qu'on adore le zircon, hein, c'est juste parce que on a des outils pour le faire. Voilà, donc comme je vous disais, même s'il y a ouverture du système, même si on a l'ouverture du système, il y a une relation linéaire entre le rapport plomb 206 sur uranium 238 et plomb 207 sur uranium 235. Et c'est ce que vous voyez, C'est ce que vous voyez ici, cette relation linéaire, c'est ce trait vert avec les points roses. On a différents points. En fait, leur position dépend de la quantité de plomb ou d'uranium perdu. Si on n'a rien perdu, on n'a pas perdu à l'instant T1, là, pendant la perturbation, on a perdu 0 uranium, 0 plomb. Ça veut dire que votre système n'a jamais été perturbé. Et en fait, vous pouvez montrer que votre point est ici, sur la Concordia. Les deux couples nous donnent le même âge, on est sur la Concordia. Si maintenant, on a perdu du plomb, on va avoir tendance à aller vers descendre cette relation linéaire. On va rester sur cette droite. Donc vous, ce que vous mesurez, c'est différents zircons, ou différents points dans un zircon, qui vont avoir perdu plus ou moins d'uranium, plus ou moins de plomb. Donc ils ne vont pas être tous au même endroit, vous allez avoir plusieurs points. Vous allez remarquer qu'ils sont éventuellement alignés. Vous tracez une droite. Et cette droite, elle va intersecter la Concordia en deux points, dans ce cas-là. Un point en bas, un point en haut. Ce qu'on peut démontrer, c'est que le point en haut de la Concordia, c'est l'âge de fermeture du système, le temps T0. Et le point en bas, dans ce cas-là, c'est l'âge de la perturbation. Donc vous voyez qu'en fait, en utilisant ces deux couples, qui ont des constantes de désintégration différentes, qui donc ne vont pas répondre de la même façon en fait, à cette perturbation à l'instant T1, mais enfin, qui vont répondre. C'est-à-dire, ils vont avoir perdu la même quantité d'uranium et de plomb, mais ensuite, la désintégration, vous voyez, ce n'est pas à la même vitesse, donc ils vont se comporter un peu différemment à partir de l'instant T1. Grâce à l'utilisation de ces deux couples, vous êtes capable, même si ça a été perturbé à l'instant T1, de remonter à l'âge de la roche, l'instant T0, et en plus de déterminer l'instant T1. Donc voilà l'intérêt de la Concordia, qui n'est pas trivial, je ne vous ai pas montré la démonstration, mais bon, croyez-moi, je vous ai donné les équations. Et donc, même si on a une perturbation, on est quand même capable de remonter à l'âge initial. Les petits points là, qui oui. sont sur la droite, tu as pris ton zircon et tu fais des analyses dans différents points du zircon. Alors, ça pourrait être ça, ou ça pourrait être plusieurs zircons dans une roche, quoi. Comment on fait quand il y a plusieurs perturbations? Ok. Alors, bon, ça c'est une possibilité. L'autre chose qui est souvent dite, c'est qu'en fait, la perte d'uranium et de plomb
elle est progressive au cours de l'histoire géologique. Ce modèle-là que je vous montre, où le point en bas vous donne l'âge de la perturbation, ça ne marche plus. C'est-à-dire que le point en bas, en fait, généralement, il peut revenir à l'origine. Et on n'a plus une relation linéaire tout le long. Donc le point en bas, en fait, il est beaucoup plus difficile, il est généralement difficile à déterminer. Par contre, dans ces modèles, alors il y a des démonstrations, des modèles où on simule une perte progressive de l'uranium et du plomb, etc. Ce qui peut être, ou plusieurs événements, perturbations. Ce qui peut être montré, c'est que si le point bas est difficile à interpréter, le point haut, lui, il y a toujours une relation linéaire sur une certaine partie, et le point haut nous donne toujours l'âge initial de la roche. Donc on arrive toujours à remonter à l'âge, dans ces cas-là, dans ces cas de figure, dans ces modèles, on arrive souvent à remonter à l'âge de la roche. Le point bas, bon, là c'est le beau cas d'étude. Sauf si on a une perturbation très peu de temps après la formation. Voilà, mais sauf si on a une perturbation très peu de temps après. Après la formation des Ouais. Donc bon, voilà, par exemple, les points, l'application à ISUA. Alors je vous avais dit, il y avait deux terrains en fait. Bon, il y a les Gneiss Namitsok et puis et ISUA. Là, vous avez plusieurs zircons, plusieurs points sur un zircon. Vous voyez qu'ils s'alignent. Vous voyez qu'ils s'alignent. Et en fait, il suffit de prolonger cette relation qui va couper la concordia et qui nous donne un âge de ces formations. D'accord ? Donc ça, c'est pour, je dirais, la méthode concordia, uranium-plomb, principalement sur les zircons. Il n'y a pas que les zircons, il y a d'autres minéraux riches en uranium, pauvres en plomb au départ, qu'on peut utiliser dans ces roches. Mais effectivement, après, si on n'a aucun minéral comme ça, bon, il faut aller vers d'autres chronomètres. Donc voici un premier exemple, une première technique, je dirais, de datation, cette concordia. Et une deuxième technique, alors bon, pareil qu'on apprend, alors j'aime bien l'expression à la maternelle quand on est géologue, c'est la méthode de l'isochrone. Alors, si vous voulez, là on est parti d'un système où au départ, j'avais pas d'éléments fixes dans mon minéral. J'ai pris des systèmes très particuliers où je n'avais pas l'élément fixe au départ. J'ai pris des zircons où il n'y avait pas de plomb au départ. Parce que dans toute la démonstration, les équations que je vous ai données, il y a une hypothèse aussi, c'est qu'il n'y a pas de plomb initial. Enfin, on peut le négliger. Ce n'est pas le cas de tous les systèmes, effectivement. Il y a des minéraux où vous avez de l'élément fisse au départ. Et bon, comment on fait dans ce cas-là? Alors, voici quelques systèmes. Alors, on a entendu ce matin parler d'un couple. Alors, il faudrait que je mette les numéros. Voilà, un couple samarium-néodyme, rubidium-strontium, hafnium-lutécium. Alors, j'ai pris l'exemple de lutécium-hafnium, mais quelque part, c'est pareil pour tout. Le principe est le même pour tous les autres couples radioactifs. Donc, lutécium-hafnium, vous voyez, il y a, je dirais, une période de l'ordre de 30 milliards d'années. Donc, on peut aller dater des choses très anciennes. Et donc, on fait de la radiochronologie archéenne. Alors, on a, en plus de ça, de ce couple, alors vous voyez que le lutécium-176 se décompose en hafnium, se désintègre en hafnium-176. On a en plus de ça, en fait, un isotope de l'hafnium, qui est l'hafnium-177, qui est un isotope stable. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire, comme tout à l'heure, on va reprendre l'équation, l'élément fils à l'instant t, donc l'hafnium-176, c'est égal à la quantité d'éléments fils initial, plus la quantité d'éléments pairs à l'instant t fois exponentielle lambda t moins 1. Vous voyez, ça c'est l'équation qu'on a, que je réutilise à chaque fois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser toutes ces choses-là par la quantité d'hafnium-177 qui est un isotope stable. Et donc là, on obtient que le rapport hafnium-176 sur hafnium-177 à l'instant t est égal au rapport entre l'hafnium-176 et l'hafnium-177 à l'instant 0, plus lutécium-176 sur 177 hafnium à l'instant t fois exponentielle t moins 1. Vous êtes d'accord avec ça? Juste un truc que je n'ai pas rappelé, c'est que l'hafnium-177
17 à l'instant 0 et à l'instant t, c'est la même chose puisque c'est un isotope stable. Hein, donc j'ai le droit d'écrire ça. Donc vous voyez que là, on peut mesurer dans notre roche le rapport hafnium-176 sur hafnium-177 aujourd'hui. On peut mesurer le rapport lutécium-176 sur hafnium-177 aujourd'hui. Mais il nous manque quand même, alors il reste deux inconnus, c'est l'âge de la roche qu'on cherche, et puis cette chose-là, ce rapport isotopique initial entre l'hafnium-176 et l'hafnium-177. Alors comment on va déterminer ces choses-là? Voilà ce qui se passe. On prend notre roche, et on revient à l'instant initial, quand elle s'est fermée, quand le système s'est fermé. D'accord ? Initialement, on avait trois minéraux différents. Et on fait l'hypothèse qu'ils se sont formés ensemble. Hein. Ils sont formés dans la même roche, dans les mêmes conditions. Ils sont cogénétiques. À l'instant initial, c'est le coup des chats noirs et blancs et des chiens, je ne sais pas plus de quelle couleur, hein, qui s'égrègent. À l'instant initial, vos trois minéraux, ils ont des compositions chimiques différentes. Donc, ils ont des rapports lutécium sur hafnium différents. D'accord ? Parce qu'on a deux éléments ici qui ont des propriétés chimiques différentes. Donc, ils vont avoir plus ou moins d'affinité selon les minéraux qu'on considère. Donc, ABC sont trois minéraux différents avec une chimie différente. Donc, ils vont incorporer le lutécium et l'hafnium différemment. Donc, ces trois points ont, je dirais, des valeurs d'abscisse différentes. En revanche, ces trois minéraux se sont formés dans un pool homogène, hein, dans un milieu homogène. Et là, en revanche, il n'y a pas de ségrégation entre les isotopes. On n'a pas de fractionnement isotopique. Donc le rapport hafnium-176 sur hafnium-177 au départ est constant dans notre magma où se forment ces minéraux. Donc ces trois points sont alignés sur une droite. Ils ont tous la même ordonnée. Ça va ce principe ? Hein, ils ont des chimies différentes, donc une abscisse différente. En revanche, ils incorporent les isotopes de la même façon. Ça, c'est l'instant 0. Maintenant, du temps va s'écouler. On va attendre un instant T1. Que se passe-t-il ? Si je me mets sur le minéral C, le minéral C a beaucoup de lutécium, plus de lutécium que d'hafnium, disons, enfin, un rapport lutécium sur hafnium plus élevé. Il y a du lutécium qui va se décomposer en hafnium. Et un lutécium va donner un hafnium. C'est-à-dire que je vais perdre un lutécium et je gagne un hafnium. 176, pardon, par rapport, d'accord ? Donc vous voyez que je vais me déplacer sur une pente -1, et je le fais pour tous, et je peux montrer que mes trois nouveaux points sont alignés sur cette droite, ici, et je peux montrer, grâce à cette équation, hein, ce qu'elle me dit, c'est que la pente de cette droite, ici, c'est exponentielle lambda t 1 moins 1. C'est-à-dire que si je mesure trois minéraux dans ma roche, je mesure le rapport hafnium-176 sur hafnium-177, et je mesure le rapport lutécium-176 sur hafnium-177, donc sur trois minéraux, je vois qu'ils vont être alignés, s'ils sont cogénétiques, ils sont alignés sur une droite, et la pente de cette droite me donne l'âge de la roche. D'accord ? On avait deux inconnus. Et finalement, le fait d'avoir trois minéraux qui avaient tous la même composition isotopique, j'ai une inconnue en fait qui devient ça, hein, l'ordonnée à l'origine, elle est là, mon inconnue, c'est l'ordonnée à l'origine de ma droite. Et puis, l'autre, c'est la pente. Je n'ai pas de problème avec une droite à déterminer ces deux choses. Et si je continue à T2, mes trois points, mes trois minéraux restent alignés sur une droite. La pente de cette droite me donne, c'est exponentielle lambda T2 moins 1, ça me donne l'âge. Et l'origine à l'ordonnée de cette droite, c'est le rapport isotopique de l'hafnium initial.
Ça va, ça? Donc ça, c'est le cas des systèmes où au départ, on avait de l'hafnium. On n'est plus dans le cas où on n'avait pas de plomb au départ. On a de l'hafnium au départ. Néanmoins, je suis capable, si j'ai plusieurs types de minéraux ou plusieurs roches avec des compositions chimiques différentes, je suis capable d'avoir plusieurs points dans mon diagramme. S'ils sont alignés, je peux faire l'hypothèse que cet alignement signifie qu'ils se sont formés en même temps, et la pente de cette droite me donne l'âge de mes roches ou de mes minéraux. Alors, je voulais juste préciser une chose, c'est que l'interprétation d'un alignement des mesures, vous, ce que vous faites, c'est qu'en fait, avant de tracer la droite, là, enfin, vous pouvez la tracer, il n'y a jamais de problème, mais ce que vous faites, c'est que vous avez votre diagramme, vous reportez des points de mesure sur différents minéraux, différentes roches que vous estimez cogénétiques. Et vous faites cette hypothèse. Ces roches ou ces minéraux se sont formés ensemble, au même moment, et avec le même rapport isotopique initial de l'hafnium. C'est une hypothèse. De cette hypothèse, vous allez en déduire un âge. Il y a d'autres modèles, d'autres scénarios dans lesquels vous pourriez obtenir un alignement sans que toutes ces choses-là soient cogénétiques, sans que toutes ces choses-là soient formées au même moment. Donc, il faut se rappeler de ça. Ça, c'est une interprétation de dire de ça, je peux en déduire un âge. C'est une interprétation. Il y a d'autres modèles qui pourraient vous faire un alignement comme ça. Et dans ces cas-là, vous ne pourriez pas tirer un âge de cet alignement. Donc parfois, ces mesures-là, elles vous donnent un âge qui ne correspond pas du tout aux autres âges, donnés par les autres techniques. On va sur les zircons, on fait la concordia et on voit que ce n'est pas le même âge. Une possibilité, c'est que là, notre hypothèse de l'isochrone était fausse et qu'il y a un autre scénario qui nous permet d'obtenir cet alignement. D'accord? Donc, c'est la difficulté, hein, c'est ça, c'est que je vous ai expliqué comment ça marche, l'isochrone. Je vous ai dit, il suffit de mesurer des points, à la fin ils sont alignés, c'est bon, on a l'âge. Il y a quand même une interprétation. Et la pente ne donne pas forcément, ça ne marche pas forcément toujours, ce modèle de l'isochrone. Alors juste pour vous dire que l'intérêt aussi, c'est que l'ordonnée à l'origine, ici, elle nous donne ce rapport isotopique initial de l'hafnium. Et Hervé en a parlé un peu ce matin, il l'a évoqué à plusieurs occasions. Il vous donne aussi une autre information. Hein. Là, notre but, c'est de dater. Donc, on a la pente et on est content avec la pente, on a un âge. L'ordonnée à l'origine, elle vous donne aussi une source, une origine de votre roche. On vous dit à partir de quel matériel s'est formée cette roche. Et ça peut être assez intéressant. Je passe dessus. Alors, à la fin, on peut se poser les questions suivantes, revenir à ces questions et celles que l'on posait au départ. Que date-t-on? Alors, on peut répondre à cette question, la chose suivante. On date la fermeture d'un système contenant des éléments radioactifs. Donc, vous voyez, alors ça implique d'identifier ce que c'est la fermeture d'un système. Et puis, ça implique, ça paraît trivial, mais ça implique qu'il y ait des éléments radioactifs dans le système. Ça, c'est une des questions qui avait été posée, finalement. On est contraint par ça. On date ce qu'on peut dater. D'accord? Ça veut dire qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas dater. Et même si c'est les objets que vous préférez et ceux qui vous disent exactement, voilà, ça, c'est les premières traces de vie sur Terre, éventuellement, vous pouvez ne pas les dater. Donc, eux directement. Alors, vous allez dater ce qu'il y a autour. Éventuellement, vous allez trouver un zircon collé à votre première trace de vie. Et vous allez dire, OK, ma première trace de vie était collée sur un zircon, donc elle avait le même âge. D'accord? Mais vous voyez, c'est ça, les problèmes aussi. Alors, le système, du coup, je vous ai parlé de réservoir. Alors, de temps en temps, j'ai parlé de minéral, de temps en temps, j'ai parlé de roche. Hervé nous l'a bien précisé ce matin, on peut dater un minéral dans une roche, et le minéral n'a pas le même âge que la roche. Quand vous avez un minéral très résistant, il peut être recyclé dans différentes roches, et du coup, vous avez un minéral à 4,2 milliards d'années dans une roche qui a 4 milliards d'années. Si vous datez que le minéral, ce minéral-là, vous allez en déduire que l'âge de la roche, si vous étiez tombé que sur celui-ci, elle a 4,2 milliards d'années.
D'accord? Alors après, vous allez dater un autre zircon, il va vous dire 4 milliards d'années. Bon, vous voyez un peu la grande difficulté. Et ça veut dire aussi qu'éventuellement, bon, alors il faut vraiment en faire beaucoup et voir et faire toute une statistique, voir ces populations de zircons, éventuellement voir différentes populations de zircons. Vous aurez peut-être deux populations, une à 4,2 milliards d'années, une à 4 milliards d'années. Et donc, vous allez vous dire, bon, ok, je prends la plus récente pour l'âge de la roche. Ça peut être pire que ça. Et ça, du coup, il y a eu cette autre question aussi là-dessus. Le système, ça peut être une partie à l'intérieur d'un minéral. C'est-à-dire que maintenant, on est capable, on n'était pas capable de le faire avant, on peut faire des datations dans un minéral de zircon. Moi, je vous ai dit, on prend 10 zircons, là, on les aligne, et voilà. Bah, en fait, on peut prendre un cristal, enfin, on le voit à l'œil, on le sort, c'est un cristal, et là-dedans, vous faites différents points, et les différents points vous donnent différents âges. Bon, c'est pas étonnant. Dans ce minéral, il n'a pas été. Bon, il y a éventuellement eu des fractures, il y a eu éventuellement des zones qui ont été été plus perturbées que d'autres. Généralement, ce que nous montre Hervé, c'est qu'il y a le cœur qui est plus préservé qu'autour. Rappelez-vous d'une chose, hein, c'est dans ce minéral, il est super riche en uranium. L'uranium, ça désintègre. Alors, bon, on est content, ça nous donne du plomb, mais ça nous donne aussi de l'énergie et des particules. Cette énergie, ces particules, il faut qu'elles aillent quelque part. Il y a du minéral autour, ça dézingue tout partout, ça amorphise éventuellement une partie de ce minéral, et ce minéral qui est normalement le zircon c'est très résistant, ça c'est sûr, mais quand même, il peut être un peu dézingué par toute cette désintégration. Donc il va pouvoir après perdre du plomb et de l'uranium aussi. Donc, vous voyez, hein, la notion de réservoir, hein, un minéral, même à l'intérieur d'un minéral, on peut avoir en fait différents réservoirs, et puis on peut tracer, pour le coup, une discordia avec ça. Généralement, on ne date pas les premières traces de vie, directement. Oui. Est-ce que ça veut dire que ces perturbations ont tendance de sous-estimer l'âge, c'est-à-dire qu'on les donne plutôt des dates plus récentes? Alors, ça, c'est ce que je vous ai montré sur la technique de la Concordia-Discordia. Ces perturbations, ces différentes zones vont avoir perdu plus ou moins d'uranium et de plomb. Mais, si on estime que toutes ces zones sont cogénétiques, ce qui est assez... je veux dire, c'est le même cristal, donc forcément, toutes ces zones dans le cristal se sont formées ensemble. D'accord? Toutes ces zones ont perdu plus ou moins d'uranium ou de plomb. Dans un diagramme plomb 206 sur PB sur U, hein, ce que je vous ai montré tout à l'heure, la Concordia, ces points-là vont être alignés sur une droite, et cette droite va avoir une intersection avec la Concordia qui vous donne l'âge de la roche. On est capable, malgré la perturbation, de remonter à l'âge de la roche. D'accord? C'est ça. Hein. Ces points-là, ici, ces différents points-là, vous pouvez imaginer que ces différents points pris dans un zircon. Et vous voyez que l'intersection, à la fin, il vous donne un âge. Et c'est l'âge de la roche. Donc, c'est ça la puissance du système uranium-plomb, c'est qu'on peut, malgré tout, malgré ces perturbations, remonter à l'âge d'une roche. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que de temps en temps, l'hypothèse de départ n'est pas forcément correcte, donc de partir du principe que si les points sont alignés, par exemple pour les isochrones, si les points sont alignés, on peut remonter. À ce moment-là, comment est-ce qu'on peut discréditer certains modèles par rapport à d'autres, ou alors on ne peut pas Alors, il y a deux choses. Bon, éventuellement, pour en reparler peut-être après, parce que premièrement, avoir plusieurs couples isotopiques, enfin plusieurs dates, plusieurs âges, déjà, ça met un peu le doute. Si on n'a pas du tout les mêmes âges, on commence à se poser la question si on a les mêmes âges. Bon. Il y a une autre méthode, il y a un autre modèle en fait. C'est-à-dire qu'un alignement, on peut l'obtenir en mélangeant deux choses qui étaient... On peut mélanger deux points. Si vous faites en fait une population de minéraux qui ont cette composition-là, et une population de minéraux qui ont cette composition-là, et qu'en fait vous mélangez plus ou moins ces deux minéraux, vous pouvez obtenir cet alignement. Et ça, dans un autre type de diagramme, on va pouvoir tester cette hypothèse de mélange. Bon, ça, je pourrais vous montrer ça. En général, donc, on ne date pas directement les traces de vie. Voici deux traces de vie, alors peut-être dont on parlera demain, je ne sais pas. Ça, en noir, là, c'est du carbone.
c'est du carbone dans des carbonates de fer, ASUA. Et c'est ce fameux carbone qui a éventuellement cette composition isotopique appauvrie en carbone 13. Donc c'est concret, hein. Parce qu'il est appauvri, c'est du carbone biologique. Vous le voyez là, le carbone biologique, c'est les petits points noirs. On ne date pas le carbone, ASUA. Je vous ai montré les différents types de datation, on ne date pas ce carbone. Si ce carbone a été introduit dans la roche secondairement, on n'est pas capable de le savoir. Voici une autre trace de vie, c'est ces filaments dans les shirts à 3,5 milliards d'années. Et ces filaments, bon, ça on en reparlera certainement, c'est du carbone, mais à nouveau, on ne date pas ce carbone. Si ce carbone a été introduit secondairement, il n'a pas le même âge que l'encaissant. Alors, voilà. On peut quand même avoir une idée sur... Alors, il faut quand même essayer d'avoir une idée là-dessus. Est-ce que ce carbone qui est dans cette roche a le même âge que l'encaissant ou pas? Voici, je vous remonte ce diagramme ASUA, donc la quantité en carbone, vous voyez, qui trace donc la quantité de carbone organique versus la composition isotopique du carbone. Je vous avais dit, bon, il y a plusieurs populations, mais il y a une population là de carbone où il y en a peu finalement, en masse, mais avec une composition isotopique très appauvrie. Si on prend ce carbone, on peut l'analyser par ailleurs. Alors là, pour le coup, on ne fait plus de la datation, on ne fait plus de l'isotopie, mais on peut aller regarder la structure de ce carbone, la chimie de ce carbone. Donc on reprend les points noirs tout à l'heure qu'on voyait en MEB dans les carbonates, et on va regarder un peu à quoi ressemble ce type de carbone. Et ce qui a été montré, c'est que ce carbone, étant donné sa structure, son organisation à l'échelle moléculaire, il n'a jamais vu 500 degrés. Ce petit groupe-là, il n'a jamais vu 500 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Les roches, on sait qu'elles ont vu 500 degrés. On regarde les minéraux qui la composent, on sait qu'elles sont formées dans une couche d'eau, et après elles ont été enfouies, prises dans une tectonique, ou quelque chose comme ça, et elles ont vu 500 degrés. Le carbone, lui, n'a pas vu 500 degrés. La conclusion qu'on a envie de donner, c'est que le carbone, il n'a pas l'âge de la roche. Donc vous voyez, là, on ne date pas ce carbone. Simplement, on a un argument qui nous permet de dire non, ce carbone n'était pas là au début. S'il avait vu 500 degrés, ça ne nous dit pas encore qu'il a l'âge de la roche, mais ça nous dit qu'il a vu au moins la perturbation. D'accord? Donc il y a quand même ces choses-là qui sont... ce n'est pas de la datation, ce n'est pas de la radiochronologie, mais c'est des informations qui nous permettent de préciser un peu l'âge de ces choses-là. Comment fait-on pour voir l'évolution thermique d'un carbone alors que très rapidement, la matière organique se transforme en graphite avec température assez faible? Oui, alors... Si vous regardez la chimie du carbone, si vous regardez le carbone organique, vous avez une grande diversité de groupements fonctionnels, vous avez, disons même élémentaire, de manière au niveau élémentaire, vous avez de l'oxygène, de l'azote, du soufre liés au carbone. Si vous regardez seulement la chimie élémentaire, vous allez voir que très rapidement, effectivement, vous perdez l'azote, l'oxygène, le soufre. Il vous reste du carbone. Et ça, généralement, la plupart des gens vont appeler ça du graphite. Ils vont dire, voilà, ça c'est du graphite, il n'y a plus que du carbone. En fait, quand vous regardez, alors le graphite, en fait, c'est quoi? C'est des plans d'aromatiques qui sont condensés sur des plans, et puis ces plans, après, s'organisent aussi entre eux. Le graphite, c'est un truc qui est parfait. C'est un beau cristal où j'ai des très grands plans d'aromatiques, et j'en ai plein empilés les uns au-dessus des autres. Entre l'état, j'ai plus que du carbone avec quelques plans aromatiques qui se baladent. Et l'état graphite, le vrai, le pur et le beau, où j'ai plein de plans aromatiques bien, très grands et bien empilés. Il y a plein d'états entre ça. Et en fait, en regardant combien de plans aromatiques sont condensés et comment les plans aromatiques sont empilés les uns par rapport aux autres, on a des centaines de degrés et on a toute une histoire thermique. Et en regardant ça précisément, en fait, on est capable de retracer un peu l'histoire thermique. Il y a vraiment des thermomètres qui ont été établis sur vraiment l'arrangement de ces plans aromatiques et qui vous permet de savoir si le carbone a vu 300 degrés, 400, 500. Ce n'est pas du tout le même carbone. Donc en fait, on dit souvent, il y a le carbone organique et il y a le graphite.
ce qui est en partie vrai, mais je veux dire, entre le carbone organique et le graphite, il y a énormément d'intermédiaires et qui sont très, du coup, utiles. Donc, je finirai par ça. Alors, il y a des exceptions, c'est une sorte d'introduction au cours de demain. Il y a des exceptions avancées dans la littérature. Alors, vous remarquez que je prends des précautions. Elles sont avancées dans la littérature. Donc, des datations de traces de vie directement, dans les basaltes en coussin de l'Archéen. Et ça, c'est Barberton. Donc, on est en Afrique du Sud. Alors, bon, je vous ai montré une carte géologique, mais je ne l'exploite pas, ça ne sert pas à grand-chose. Voici l'affleurement, donc ces fameux basaltes-là, en coussin. Donc là, vous imaginez, vous êtes au fond de l'océan, enfin pas trop, je ne sais pas si c'était très profond ou pas. Pas très profond, non, forcément. Et donc, vous déposez ces choses-là. Ça a 3,5 milliards d'années. Et voilà ce que, quand vous regardez en microscopie optique, vous voyez ces choses-là. Vous voyez des structures, je ne sais pas si vous voulez, alors vous voyez une grosse tache noire, et puis vous voyez des tubes là, qui partent comme ça. Et donc si vous êtes très, je ne sais pas quoi, vous voyez qu'il y a des sortes de segments dans les tubes. D'accord? Ils sont segmentés, il y a des tubes segmentés. Alors on aurait vu du carbone là-dedans. Et puis, il y a du carbone aussi appauvri en carbone 13. À l'actuel, on connaît des formes qui ressemblent, dans des basaltes aussi, dans du verre volcanique, où on a des tubes, et les tubes sont segmentés. Et ce qui a été proposé, c'est que ces tubes, à l'actuel, sont en fait des galeries creusées par des micro-organismes. Donc on a des micro-organismes qui creusent dans le basalte et qui forment des galeries. Et bon, on discutera de ça, pourquoi, comment on a abouti à ça. Mais l'idée, c'est que si ça, c'est biogénique à l'actuel, ça ressemble à l'ancien, donc l'ancien était biogénique. Donc ça, ces tubes sont biogéniques à l'ancien, d'accord? Et en fait, ces tubes, ils ont été remplis d'un minéral qui s'appelle la titanite, qui est du coup c'est ce minéral-là, un silicate de calcium et de titane, et qui, lui, est aussi comme le zircon, est très riche en uranium et pauvre en plomb. Et comme ces tubes ont été remplis par la titanite, un minéral comme le zircon, on peut le dater et on peut faire ce genre de truc. Plomb 206 sur uranium 238, plomb 207 sur uranium 235, vous connaissez, c'est la Concordia. Et on peut faire plein d'analyses et avoir un âge. Donc on date le minéral qui remplit ces tubes, en se disant que les tubes ont été creusés pas longtemps avant, parce qu'il a fallu vite les remplir si on ne veut pas qu'ils disparaissent. C'est un peu ça l'idée. Donc vous voyez que là, on date des traces de vie, et l'âge, je dirais que, pour le coup, vous voyez, le problème tout à l'heure, ce que je vous disais, c'est qu'on date la roche, mais on n'a pas daté ce qu'il y avait dedans. Là, je dis, c'est bon, on date l'objet. La question, on en reparlera demain, c'est est-ce que vraiment cet objet, c'est biogénique ? Parce qu'il reste quand même cette question-là. Quand on date un truc biogénique, il faut encore savoir... Enfin, la date, elle peut être bonne, mais il faut être sûr que c'est biogénique. Voilà. Donc, en conclusion, alors, je n'ai pas donné toutes les techniques de datation. Il en manque. Hein. Je ne vous ai pas parlé de plomb-plomb, de la méthode plomb-plomb. Je ne vous ai pas parlé de radioactivité éteinte, etc. etc. Il y a d'autres couples radioactifs, il y a d'autres minéraux qu'on peut aller chercher. Bon. Le but, c'était juste de donner des bases un peu sur quelques techniques qu'on a vues ce matin, de voir un peu comment ça fonctionnait, quelles étaient les hypothèses à la base, et qu'est-ce que ça nous permettait ou ne permettait pas de faire. L'âge, bon, j'espère que vous repartez avec ça, c'est que ce n'est pas une donnée triviale en fait. C'est pas on met un caillou dans une machine et puis il nous donne l'âge. Vous voyez qu'il y a clairement un challenge méthodologique dont je n'ai pas trop parlé, mais bon, vous pouvez le sentir avec ces points là sur un zircon avec différents âges. Enfin, moi, je trouve ça fabuleux, mais ça a maintenant quelques années, effectivement. Mais bon. Il y a les précautions d'interprétation. Ça, on en a discuté. Je pense qu'il faut parler des âges plutôt qu'un âge. Il y a une chose que j'ai évoquée, mais sans vraiment le dire. Je vous ai parlé de fermeture d'un système. La fermeture d'un système, la température à laquelle va se fermer un système, ça dépend bien sûr du couple isotopique qu'on regarde. Si je regarde l'uranium-plomb, ce n'est pas forcément la même chose que si je regarde le potassium-argon. Le système ne se ferme pas. Le même minéral ne va pas forcément se fermer
à la même température pour ces deux couples. Si je prends deux minéraux différents, la fermeture du système ne se fait pas à la même température. Donc vous voyez cette notion de fermeture du système qui dépend de la température. Si je prends différents minéraux, différents couples, je ne vais pas dater le même T0. D'accord ? Enfin, bon, bien sûr, on date une roche, on date un minéral. Il faut faire attention à savoir, ben voilà, c'est ce qu'on date, on doit savoir ce qu'on date. On ne date pas forcément tout ce qui est autour. Il faut faire attention à ça. Alors cet après-midi, j'imagine qu'on verra que la datation relative est indispensable à utiliser en parallèle, c'est-à-dire que quand vous arrivez sur un terrain, le but du jeu, ce n'est pas de prélever chaque centimètre de l'affleurement en se disant je vais obtenir plein d'âge et c'est bon, je connaîtrai l'âge de tous les terrains. Ça, les géologues, au moins, ils ont appris, ils ont ça, enfin, différent par rapport à toutes les autres disciplines, c'est qu'ils sont capables de savoir quelles sont les relations géométriques entre les couches sur un affleurement et du coup d'avoir une idée de l'histoire du paysage sans avoir un âge forcément. Donc ils ont cette grande faculté précieuse. Et ils ont aussi, je dirais, une grande modestie. Alors moi, je n'ai pas trouvé de nom de rue à mon nom, mais ça, c'était un peu un hommage à Francis Albarède. Bon, je ne sais pas à quoi ça sert, mais voilà, c'est la fin de la conclusion. Voilà. Merci.